Merci Stéphane Tapi d'être avec nous. Merci beaucoup d'être sur ce plateau en direct, un peu moins de 48 heures après l'agression dont ont été victimes chez eux votre père Bernard Tapie et son épouse Dominique à leur domicile de Seine-et-Marne. Quasiment 2 jours après, comment vont-ils ce soir? Vous l'avez vu votre père ce soir? Oui, j'étais tout à l'heure avec lui. Ça va. Franchement, ça va beaucoup mieux qu'hier. Physiquement surtout. Psychologiquement, je pense que ça reste un peu très traumatisant. Mais ça va. Il y a tellement de messages de soutien, de proches, d'anonymes, que voilà, ça peut que aller mieux. Et c'est pour ça que forcément, notre première réflexion maintenant, c'est de se dire, il y a des gens à qui ça arrive, c'est leur maison principale, et une fois que la police est partie et qu'a fini l'enquête, ils se retrouvent seuls, toujours dans leur maison, avec potentiellement une famille et un entourage, mais qui est également choqué. Et voilà, ils ont personne avec qui en parler, parce que ça fait du bien d'en parler. Bien sûr. Et puis ça fait du bien de recevoir de l'amour quand on a eu ce genre de drame. Et voilà, et ces gens-là, je pense qu'ils en ont pas. Et c'est surtout pour ça que ce soir je suis là. Oui, on va en reparler justement de ce qui arrive après, au début de l'enquête pour les victimes. On va en parler dans un instant. Simplement, vous disiez, ce soir, c'est psychologiquement que c'est le plus dur? Oui, parce que physiquement, les mots s'atténuent. Et puis après, on se refait souvent la scène plusieurs fois. Hein. Donc c'est le psychologique qui est plus compliqué. Quels mots sont employés par votre père, par son épouse ce soir? On a la chance d'être encore vivants. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Bien sûr, parce qu'il y en a plein qui sont laissés pour morts chez eux. Eux, ils les ont laissés vivants. Pourtant, ils les ont menacés de mort plusieurs fois. Mais voilà, la seule réflexion aujourd'hui, c'est on est encore vivant, on tient debout et tout va bien, entre guillemets. On a tous eu un choc en découvrant ce matin les photos de votre père, de votre belle-mère. Je sais que vous ne voulez pas les voir, vous n'allez pas les regarder. On va les montrer parce que vous avez accepté de les rendre publics. Votre famille a accepté de les rendre publics. Il y a certains téléspectateurs qui ne les ont pas vus. On va les montrer une fois pour se rendre compte aussi de la violence de ce qu'ils ont vécu tous les deux. C'est pour ça que vous avez accepté, qu'ils ont accepté que ces photos soient rendues publiques. C'est pour montrer aussi la violence de ce qu'ils ont eu à subir? Oui, et encore, enfin bon, c'est... Chez mon père, c'est un homme, c'est pas très grave ça nous arrive, ou ça nous est arrivé de nous battre. En tant qu'homme, parfois, on a des petits bobos, des petites blessures, c'est pas grave. C'est ma belle-mère, ça m'a beaucoup traumatisé, et ça me traumatise encore. Quand je la vois tout à l'heure, je me dis comment on arrive à un tel phénomène de barbarie pour taper une femme à ce point-là. Parce que c'est de la barbarie. Lui taper dessus à coups de poing, à coups de pied. Enfin, comment on peut faire ça à une femme sans penser soi-même à sa mère ou à sa femme ou à ses enfants? Enfin, c'est terrible, c'est terrible. Faire ça à une femme, ce soir, c'est la seule image qui me choque réellement. Voilà. Mon père, je suis habitué. Son petit côté casse-cou parfois. Il n'a pas voulu être hospitalisé? Non, parce qu'il n'avait pas envie que... parce que comme il a pris un coup derrière la tête à un endroit qui n'était pas très loin d'une nouvelle tumeur qu'on lui a trouvée il y a peu de temps, il n'avait pas envie que ça soit mal interprété par rapport à la tumeur et autres, donc il a préféré que son oncologue vienne le voir avec un appareil que lui vérifie avec ses antécédents médicaux, donc avec la connaissance en tout cas de la tumeur. Mais sinon, ouais, il n'a pas voulu y aller. Vous disiez, il y a eu des coups, il y a eu des menaces aussi, menaces répétées? Oui, bien sûr. C'est dis-nous où est le coffre, où on te brûle, on te met le feu. On te met le feu? Oui. Ça a duré combien de temps? 3/4 d'heure. 3/4 d'heure. Ouais. Et ce sont des mots qui reviennent sans arrêt chez lui, chez votre belle-mère? Non. Ou ça a été raconté une fois dans la famille et Oui, nous on Comment ça s'est passé d'ailleurs? Comment est-ce qu'il... d'un coup, moi je suis arrivé de Marseille, mon frère de ailleurs, ma soeur de ailleurs, voilà. Le clan s'est reformé en 1 heure et c'est fini, on devient intouchable quand on est ensemble.
Donc voilà. Mais Nora. Stéphane Tapi, vous aviez déjà eu des menaces de cet ordre vis-à-vis de votre père, de votre belle-mère? Est-ce que vous saviez qu'il y avait ce type de menaces qui pesaient sur eux? Non. Non. Non, il y avait pas de menace. Il a jamais eu de protection. D'ailleurs, ça étonne beaucoup de gens qu'il n'avait pas de protection. Mais non, les gens sont bienveillants en général avec lui. C'est pas la vie qu'on imagine. C'est pas la vie, pardon, qu'on imagine pour Bernard Tapie et son épouse. Oui, je sais. On imagine effectivement une vie plus protégée. Depuis hier, ça a l'air de choquer beaucoup de gens qu'il n'a pas de garde du corps ou pas de protection. Non, parce que c'est voilà, c'est quelqu'un qui s'entend bien avec tout le monde quand il. Oui, mais là, manifestement, sa maison, leur maison en Seine-et-Marne, il n'y avait pas plus de protection parce qu'ils visiblement ils savaient où ils allaient les ah oui, ils savaient où ils allaient. Ils allaient. Ils ont une idée de d'où ont pu venir les informations. Est-ce qu'il y a eu récemment des personnes nouvelles à leur domicile qui sont venues pour des travaux, des choses comme ça? Non, mais ça c'est l'enquête qui est en cours. Je ne sais pas, très sincèrement, eux non plus encore, ils ne sont pas encore dans cette réflexion-là. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il n'y avait qu'une seule fenêtre qui n'était pas équipée en termes d'alarme au niveau de la sécurité, et c'est par celle-ci qu'ils sont passés. Oui, manifestement, ils avaient quand même fait des repérages et ils savaient où ils allaient, ils savaient par où il fallait passer. Oui. Oui, ça y ressemble beaucoup. On va parler de l'enquête dans un instant avec Alexandra Gonzalez, que vous découvrez sur ce plateau, journaliste police-justice à BFM TV, qui a les toutes dernières informations sur cette enquête. Je reviens d'un mot sur les messages de soutien. Vous avez dit, ça arrive de partout. Je sais qu'Emmanuel Macron a appelé votre père hier. Brigitte Macron aussi a pris des nouvelles aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Le président m'a appelé hier parce qu'il savait qu'il y avait plus de téléphone, donc par l'intermédiaire de Christophe Castaner, il a eu mon téléphone, il m'a appelé, et pour être juste gentil, juste passer un message de gentillesse, je lui ai passé mon père après, et effectivement, Madame Macron m'a envoyé des textos, et on s'est eu plusieurs fois au téléphone, oui. Mais il n'y a pas de récupération politique dans leur discours envers nous, très sincèrement. Ils ont été d'une bienveillance et d'une gentillesse qui fait chaud au cœur. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a eu vraiment, ça part de 3 idiots qui peuvent traîner sur les réseaux sociaux, comme on les connaît tous, mais la bienveillance a été vraiment le mot d'ordre. Et même de gens plutôt opposés au départ. Même des gens opposés? Bien sûr. Je ne sais pas si vous pouvez tout raconter ce soir, mais... Oh, j'ai eu des gens d'un parti politique qui n'étaient pas vraiment amis avec lui. Le Rassemblement National, pour ne pas le citer. Je sais, oui. Qui m'ont envoyé un message de soutien en privé sur les réseaux. Vous avez reçu un message de Marine Le Pen? Non, pas d'elle. Pas de Marine Le Pen. Voilà. Mais quelqu'un de proche, oui. Très proche. Bon, on n'en saura pas plus. Mais pas Jean Messia, si c'est la question. Jean Messia, effectivement, on l'a vu, on en a parlé ici même hier, parce qu'on vous avait eu en duplex rapidement hier soir. Il y avait eu effectivement ce message de Jean Messia qui expliquait que votre père avait toujours refusé de faire le lien entre immigration et délinquance. Et Jean Messia, lui, faisait clairement le lien entre l'immigration et ce qui était arrivé à votre père. Ouais. Il n'y a qu'une chose à lui répondre à ce monsieur, c'est... Je pense qu'heureusement que l'immigration a existé pendant l'hypercachère. Parce que si je me souviens bien, c'est un homme venu issu de l'immigration qui a sauvé des dizaines de personnes. Absolument, Lassana Bathily. Voilà. Donc, c'est ça, l'immigration. C'est ça. C'est pas ce que Messia raconte. L'enquête, donc, Alexandra Gonzalez, on va faire un point avec vous, un point sur les tout derniers éléments. Où est-ce qu'on en est ce soir, Alexandra? Alors, l'enquête continue de progresser, mais évidemment, pour l'instant, les malfaiteurs ne sont pas encore identifiés, sont toujours en fuite. L'enquête avait été ouverte dans un premier temps par le parquet de Melun, dont dépend le domicile des époux de Tapie, mais très rapidement, elle a été confiée à une juridiction spécialisée à Paris, spécialisée dans la délinquance organisée. Alors, pourquoi on l'a confiée à ces magistrats? C'est
parce que ça peut permettre parfois de reconnaître la patte d'une équipe spécialisée dans des homejacking de la sorte, des braquages de la sorte, qui pourraient permettre, des indices qui pourraient permettre de remonter une piste. Donc l'enquête est menée par la police judiciaire de Versailles. Il y a tout un volet audition, avec audition des époux tapis, mais aussi du voisinage. Est-ce que des rôdeurs ont été repérés récemment, des véhicules suspects, ou alors des personnes qui seraient venues au domicile de votre père pour, par exemple, faire des travaux, et qui auraient pu avoir cette connaissance particulière des lieux. Vous le disiez, ils sont rentrés par la seule fenêtre qui n'était pas protégée par une alarme. Ça, c'est la partie audition. Il y a aussi la partie dédiée, faite par la police technique et scientifique, donc tous les prélèvements qui ont pu être faits au domicile, aux alentours, pour tenter de mettre au jour d'éventuelles traces d'ADN, d'éventuelles traces digitales, qui permettraient, si ces personnes sont déjà fichées, eh bien, de remonter très rapidement une piste et de retrouver ces 4 hommes. Sur le déroulé des faits, on a lu, on a entendu beaucoup de choses, Stéphane Tapie. Votre père a été assommé tout de suite ? On a lu assommé. Il a été mis KO. Pas totalement dans les vapes, mais il a été mis KO, effectivement. KO. Et quand il reprend ses esprits ? Mais il perd pas ses esprits, mais il est un peu groggy. Quand il reprend ses esprits, il y a sa femme qui se fait, donc ma belle-mère, qui se fait trimballer dans toutes les pièces en se faisant traîner par les cheveux et la rouant de coups pour trouver le coffre. Qui n'existe pas. Bah non, qui n'existe pas. Qui n'existe pas. On a entendu également que votre père aurait eu un geste, justement à ce moment-là, comprenant que sa femme était avec les ravisseurs, et qu'il aurait craché sur un des ravisseurs. Est-ce que vous confirmez cette information-là ? Je dirais rien. Oui, c'est un peu énervé. Oui. Ça lui ressemble. Légèrement, oui, ça lui ressemble. Ça lui ressemble. C'est tout ce qui lui restait, c'était parce qu'il était pieds et poings liés au pied du lit, donc c'est tout ce qui lui restait. Ça vous surprend comme réaction de sa part ? Non. Ça vous surprend ? Non, mais je le connais moins bien que vous. Oui, mais je pense que s'il avait eu les mains libres, il aurait fait un peu plus. C'est à ce moment-là qu'il est frappé ? C'est parce qu'il a ce geste-là qu'il est frappé ? Non, il est frappé dès le début, et puis il est frappé très régulièrement quand ils reviennent dans la chambre. Voilà. Toujours au visage ou également sur... Alors, il pensait toujours au visage, oui, mais depuis hier soir, il a des bleus qui apparaissent un peu partout, sur les jambes, sur les côtes. Il était au sol et ils l'ont... Voilà. Et ils l'ont frappé au sol, et du coup, pas seulement au visage, mais sur d'autres parties du corps. D'accord. C'est pour ça qu'on a, comme il a quelques tumeurs un peu partout. Bien sûr. Voilà, donc c'était très inquiétant. Et, tout se finit et Dominique Tapie a eu le même régime. Oui, elle a eu un régime spécial. Elle a été traînée en plus par les cheveux. D'accord. Pendant 3/4 d'heure dans toute la maison. Et frappé sur le corps. Et frappé aussi, au visage, beaucoup. Visage. Beaucoup. Vous disiez, ça dure 45 minutes. Qu'est-ce qui les fait fuir ? Je pense qu'ils finissent par comprendre, à force de leur taper dessus, qu'ils disent peut-être la vérité et qu'il n'y a pas de coffre. Donc, je pense qu'il n'y a rien d'autre qui les a fait fuir. Les aboiements des chiens ne les ont pas fait fuir. Donc, rien d'autre les a fait fuir que ça. Et ils sont partis avec rien, quasiment rien. C'est votre belle-mère qui va ensuite donner l'alerte. Comment est-ce qu'elle se libère ? Comment elle réussit ? Elle ne sait pas. Mais elle met toutes ses forces et elle arrive à enlever un lien. Et là, elle va tout de suite prévenir un voisin qui va tout de suite intervenir. Voilà. Et c'est là que la police arrive. C'est là que les pompiers surtout arrivent tout de suite et la police juste derrière. Ils ont été entendus hier par les enquêteurs. Oui. Ils ont été réentendus aujourd'hui ? Non. Ils n'ont pas été réentendus aujourd'hui. Est-ce qu'ils ont tout de suite, dans leur récit, pointé ce que vous disiez, ce que disait aussi Alexandra, cette histoire de fenêtre, qui est la seule fenêtre à ne pas être protégée par une alarme, et c'est visiblement par cet endroit que ces malfaiteurs sont rentrés. Est-ce que tout de suite, c'est quelque chose qui interpelle et votre père, votre belle-mère et les enquêteurs ? Alors, c'est ce qui a été interpellé tout de suite mon père, oui, puisque ma belle-mère est partie à l'hôpital, mon père lui est resté ici, enfin à la maison, pardon, et a fait le tour et a découvert tout de suite par où ils étaient rentrés. Donc il a fait tout de suite le lien sur la fenêtre, effectivement,
qui était la seule non équipée. Donc oui, mais les enquêteurs également ont fait le tour et ils ont trouvé des traces de pieds juste en dessous de la fenêtre. Et puis cette fenêtre, faut être motivé pour l'atteindre. Hein. C'est pas voilà, il faut casser une verrière, il faut préparer une balustrade. Il faut avoir envie de rentrer par cette fenêtre. On vous voit très calme ce soir, Stéphane Tapie. Juste, on a lu votre tweet aujourd'hui, qui était beaucoup plus véhément. Bande de lâches que vous êtes, je ne vous souhaite pas que ça arrive à vos parents un jour. Regardez-vous dans un miroir et osez dire que vous n'avez pas honte de votre ignominie. J'espère que la police vous retrouvera avant moi. Un tweet accompagné de la photo de votre père. Ouais, mais je suis poli en société. Je sais me tenir. Donc là, je suis calme. Dans quel état vous êtes ce soir ? Très sincèrement, je suis en rage. Mais je pense d'abord que voilà, il faut que je protège aussi mes enfants, donc il faut que je me calme. Mais je suis effectivement très enragé. Voilà, je peux pas regarder ces photos sans être enragé. Je peux pas. Je me dis comment ces gens peuvent faire ça. Et là, quand ça touche mon sang, c'est... Oui, je suis très enragé, oui. Dans la news, ça s'est déroulé, vous n'avez pas eu le message tout de suite. Et non, malheureusement, moi j'éteins mon téléphone quand je dors, oui. Donc c'est ma femme qui m'a réveillé et qui m'a tout de suite dit il se passe quelque chose, je comprends pas. Parce que son téléphone est allumé et ce téléphone n'a pas arrêté de sonner. Et effectivement, voilà, quand j'ai allumé, la stupeur. J'ai tout de suite regardé, mais je regarde chez vous et voilà, j'ai découvert, donc je suis parti tout de suite. Tout de suite, c'est avion et arrivé à Paris. Arrivé à Paris. Toute la famille a fait pareil. Ah oui, tout le monde. Je suis arrivé, tout le monde était déjà là. Dans la seconde. Alexandra, ce qu'a subi le couple Tapie, c'est ce que l'on appelle un saucissonnage, un homejacking. C'est le genre de choses qui arrivent régulièrement en France ? Alors, régulièrement, c'est difficile de dire. C'est quelque chose qui arrive, qui est extrêmement traumatisant pour les victimes, quel que soit derrière le préjudice volé, le traumatisme. Alors, on a des chiffres de 2017 du ministère de l'Intérieur. Il y avait eu 311 000 cambriolages sur l'année. 3400 homejacking, ça représente à peu près 1,1%. Donc c'est quand même une proportion très faible des cambriolages, mais ça reste 3400 familles qui, chez elles, ont été victimes d'un cambriolage avec violence. Parce que qu'est-ce qu'un homejacking ? C'est un cambriolage lorsqu'on est chez soi et qui est commis avec des violences sur soi. Et je me souviens de témoignages de personnes qui ont vécu des homejacking. Par exemple, l'année dernière, il y avait eu un procès d'une famille qui avait été victime d'un homejacking, d'un saucissonnage, on appelle ça aussi, à Villiers-le-Bel. Et la famille a livré un témoignage absolument glaçant. Elle disait que pendant plusieurs semaines, parents et enfants avaient dormi dans la même pièce parce qu'ils étaient incapables de dormir seuls, que l'une des enfants avait mordillé ses draps pendant des mois après les actes qu'ils avaient subis et que les parents étaient devenus insomniaques en fait. Et c'est quelque chose qui revient beaucoup chez les victimes de homejacking, c'est ils perdent le sommeil et ils perdent le sentiment de tranquillité que l'on a lorsqu'on est à son domicile. Stéphane, vous disiez tout à l'heure, vos parents sont entourés. Votre idée fixe, quasiment de ces dernières 24 heures, je vais le dire, on s'est parlé au téléphone tout à l'heure pour caler cette interview, me disait, mon idée fixe, c'est ceux qui ne sont pas, entre guillemets, de la famille Tapie, qui ne sont pas sous les projecteurs et qui subissent ce genre de choses. Bien sûr, parce que quand on subit une telle violence, parce que c'est plus que de la violence, pendant 3 quarts d'heure, et c'est très long, je pense, 3 quarts d'heure pour quelqu'un qui se fait taper dessus, avoir d'un seul coup une bouffée d'amour, pas que de ses proches, même d'anonymes, de gens célèbres, de gens pas célèbres, de sentir qu'on nous aime, ça fait un bien fou de pouvoir en parler, de pourquoi venir si toutes les victimes pouvaient venir s'exprimer ce soir avec vous, ça fait du bien, et je pense forcément à tous ces gens à qui ça arrive chez eux, pas dans une maison secondaire en plus, chez eux, et qu'une fois la police qui a fini de faire les relevés d'empreintes, ADN et autres, ils se retrouvent seuls face à leur maison, dans laquelle ils ont vécu l'horreur. Et là, ils sont seuls. Et vraiment,
voilà, il faut que je fasse quelque chose pour ça. Vous y réfléchissez là maintenant? Oui, oui, non, mais je peux pas. Il faut que chaque épreuve doit servir de leçon. Et cette épreuve, il faut absolument que je trouve le moyen de me rapprocher d'associations pour les aider, parce que parler, ça fait du bien, et recevoir de l'amour, ça fait du bien. Ces vraiment. associations, Alexandra, elles existent? Oui, En un les mot. associations d'aide aux victimes, et puis il y a un numéro, notamment le numéro d'aide aux victimes, de façon générale, pas que pour les saucissonnages, les homejacking, mais de façon générale, il y a un numéro qui existe, qui est le 116 000. Il y a une petite coquille. Agression, vol, violence. Ce numéro, il est joignable tous les jours de 9h à 19h, et il permet d'orienter vers différentes associations qui ensuite accompagnent ces victimes. 116 000. Merci beaucoup, Alexandra. Stéphane Tapie, votre père, beaucoup de ceux qui le connaissent le décrivent comme un battant, comme un combattant. Il était venu l'an dernier sur le plateau de Bruce Toussaint. Oui, voici ce qu'il disait à l'époque. Toujours combatif? Oui, ça va. Ouais. Ça s'arrête jamais, quoi, chez vous. Il n'y a rien à faire. C'est un état. C'est vous, quoi. Non, puis c'est aussi une raison d'avoir envie. Ouais. Et il y a des jours où c'est plus dur? Comme tout le monde. Ouais. Il n'y a pas de surhomme. Jamais. Mais il y a une manière de le régler, une manière de l'affronter. Voilà. Si vous voulez l'affronter avec des chances de succès, il faut vraiment aller chercher très profond les motivations. Et il y en a, reconnaissez. Il y en a. Qu'est-ce qui motive votre père aujourd'hui? Très sincèrement, je ne sais pas ce qui est. Il dit il n'y a pas de surhomme, mais il y a des surnatures. Voilà. Donc, j'ai l'impression de l'entendre tout à l'heure. Il a dit pareil, c'est une épreuve, il faut la surmonter. Voilà. Puis il faut penser à ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir en parler. Il faut le dire, il a beaucoup de force. Moi, j'étais là ce jour-là. Oui, je me souviens. Avec Stéphane en coulisses. Et avant ça, il avait regardé le reportage que lui consacrait BFM. Il n'était pas d'accord avec tout. Il était même, il fulminait dans la coulisse. On avait beaucoup parlé. Ça avait été tendu en plateau aussi. Il l'avait dit clairement en plateau. C'est un match de boxe avec Bruce Toussaint. Ouais, mais ça se passe quand même bien. C'est de ça se passe quand l'amour, même bien. Mais c'est vrai que c'était une force incroyable de pouvoir tenir cette émission longue, une longue interview. Et c'était assez impressionnant de le voir ce jour-là. Comment vous le trouvez dans son combat contre la maladie? Il se bat toujours, évidemment, aujourd'hui. Il est franchement exceptionnel. Voilà. Très sincèrement, il est exceptionnel, et il faut que son combat serve à ceux également qui combattent contre cette maladie qui est une horreur. Parce qu'on parle beaucoup en ce moment du Covid, mais quand on sait qu'à cause du Covid, il y a eu 90 000 cancers non détectés, ou détectés beaucoup trop tard. Voilà. On est quand même près de 20 millions en France à être touchés de près ou de loin par le cancer. C'est pas rien. Et j'ai envie que son combat serve d'exemple pour ceux qui ont de temps en temps des petits coups de mou. Voilà. Je rappelle qu'il souffre d'un cancer de l'estomac, cancer de l'œsophage, mais là, ça allait un peu. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Quand vous l'avez dit tout à l'heure, la maladie gagne du terrain aujourd'hui chez votre père. Oui, il a une tumeur dans le cerveau. Il y en a une dans chaque rein. Il en a, Et puis de temps en temps, elle régresse, puis de temps en temps, elle progresse. Voilà. Mais c'est pas. C'est ce qu'il vous dit, c'est pas grave. Ouais. Chaque matin est un nouveau jour. Il est sous traitement, vous le disiez. Il a un temps été sous traitement en Belgique, et c'est de nouveaux traitements, etc. Il recherche toujours ça. Il a fait une chimio lundi. Il s'est fait péter la gueule vendredi. C'est dur. Ça ajoute à la colère, forcément. Ouais, parce que je sais comment il est quand il vient de faire une chimio. Il y a toujours 2-3 jours où ça va, et puis après 2-3 jours où c'est vraiment très down, comme on dit. Et ben voilà, il fallait rajouter ça en plus. Il a changé ces derniers temps, ces dernières années, dans sa manière d'affronter ces événements-là? Non, c'est les événements qui ont changé, c'est pas lui. Il s'adapte aux événements. Mais sa manière de les affronter sont tous les mêmes, quel que soit l'événement. Tant qu'on est tous là, tous ensemble, il n'y a pas d'événement insurmontable. Il a eu 1000 vies différentes,
votre père. Comment dire, ça vous fait sourire. C'est une évidence que de le dire. Quels autres rôles vous lui imaginez maintenant? Je veux je veux vraiment que ces combats servent aux autres. Voilà, servent aux autres. Il mène des combats dans lesquels les gens peuvent se retrouver, et c'est ça. Son combat contre la maladie, c'est ça. Oui. C'est un exemple pour beaucoup de gens qui, vous le disiez, qui se battent contre le cancer tous les jours, et le fait qu'il en ait beaucoup parlé, c'est un exemple pour beaucoup de gens qui sont malades. Ouais, puis c'est pas comme lui. Il y en a plein qui ont compris que c'était pas contagieux, le cancer. C'est vrai qu'on a tendance à fuir les cancéreux. C'est humain, peut-être, mais il y a souvent une réticence quand on croise un cancéreux. Et là, il a vulgarisé cette maladie. Il l'a rendue humaine. Oui, parce qu'il l'a expliqué dans les détails, comme on le fait rarement. Oui. Même aller jusqu'à expliquer la taille des cicatrices. Donc c'est vrai qu'il l'a humanisé, entre guillemets. Oui, si il l'a humanisé. Bien sûr qu'il l'a humanisé. C'est pour que ceux qui subissent la même chose se servent de sa force à lui. Se servent de montrer que lui, il a montré ses cicatrices. Pourquoi je ne montrerais pas les miennes à mes proches aussi? Et voilà, ces combats, c'est pour les autres aujourd'hui qu'il le vit. Il y a un autre combat en parallèle, c'est le combat en justice. Votre père va être jugé en appel. Vous le sentez ce soir, après tout ce qui s'est passé, capable, dans quelques semaines, d'être au tribunal? Bien sûr qu'il sera capable, bien sûr. C'est au mois de mai. Oui, c'est au mois de mai, absolument. Il y tient. Oui, il y tient. Il y tient. Hein? C'est aussi ça qui le fait tenir? Non. Non? Non, non. Il tient à la vie. Bien. Il tient pas au procès. Il tient à la vie, surtout. C'est pas les procès qui le font tenir. Mais c'est vrai que ça le motive. Voilà. L'adversité a toujours été aussi... c'est pas une adversité qu'il a cherchée, pour le coup. Mais il n'a pas peur, en tout cas, face à l'adversité, ça c'est sûr. Il avait été relaxé en première instance. Plus que relaxé, oui. Dans cette affaire. Est-ce que là, il affronte d'une façon différente ce procès en appel? Est-ce qu'il en parle avec ses proches? Non, non. Il est serein. Il a vu que la justice avait arrivé à faire son travail, donc il est serein. Et confiant. Il y a quelques signes quand même. Quand on voit la décision en première instance. Décision en première instance, elle a surpris beaucoup de monde, sauf lui. C'est vrai. C'est vrai, sauf lui. Merci beaucoup Stéphane Tapie. Merci. Merci beaucoup d'être venu ce soir témoigner sur ce plateau. On souhaite évidemment un prompt rétablissement à votre père et à votre belle-mère. Merci encore de nous avoir fait confiance et d'être venu ce soir sur ce plateau. Merci à vous Stéphane. Il est 23h sur BFM TV.